Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce premier webinaire de la rentrée 2021 chez 1 minute 30. J'espère que vous avez tous passé un super été, que vous avez tous eu l'occasion de vous reposer. Je me rappelle qu'au dernier webinaire, je vous ai dit que j'avais donné une semaine de vacances à l'ensemble des collaborateurs en plus pour qu'ils se reposent. C'était nécessaire, je pense qu'on est tous crevés de l'année dernière qu'on a passé confinés, plus ou moins enfermés. Enfin, c'était une année difficile, même si je trouve que je sais pas ce que vous en pensez, une rentrée pas si facile. Je rentre moins de gaieté de cœur que j'ai pu rentrer à d'autres rentrées. Je trouve que il y a un peu une appréhension de retrouver une forme d'enfermement qu'on avait vécu l'année dernière. Donc j'espère que la réalité de ce qu'on va vivre ensemble cette année ne sera pas exactement la même que celle de l'année dernière et qu'on pourra plus se voir physiquement, ne pas faire que des webinaires, même si les webinaires c'est quand même super pratique, efficace et sympa à faire, mais d'avoir aussi des occasions de se rencontrer plus souvent en vrai, de sortir le soir et pas de rester à la maison, de faire la fête et donc de retrouver au passage aussi du plaisir à bosser. Je trouve que le manque de diversité était un vrai manque l'année dernière. J'espère qu'on n'aura pas cette année. Cette année, on va attaquer très fort notre webinaire de rentrée avec un sujet important qui est celui de la sécurité et du marketing et comment les deux doivent faire bon ménage ensemble. Et pour ça, on accueille Anne Duchesne qui va se présenter. Je vais les laisser se présenter tous les deux parce que sinon je vais dire des bêtises. Et Quentin Randax, et là j'espère avoir bien prononcé le nom parce qu'il y a un H caché entre le X et le E. Je vais les laisser se présenter tous les deux et puis après on va aborder le débat. Dans la salle, je serais ravi aussi que vous nous disiez des petits coucous, que vous vous présentiez, que vous nous disiez comment vous avez passé vos vacances, si vous êtes content de rentrer, comment vous appréhendez cette rentrée. Tout de suite pour un débat qu'on veut le plus ouvert possible là-dessus. Anne, je te laisse la primeur de la présentation. Merci Gabriel. Merci pour l'invitation. Moi, en fait, voilà, ça fait 20 ans que je fais du marketing stratégique et gestion dans le monde du B2B. Et donc, une partie en tant qu'employée, et puis maintenant, ça fait 7-8 ans que je suis indépendante. Et en fait, ça fait 4 ans que j'accompagne Approach, qui est une société en fait en cybersécurité en tant que marketing manager. Et c'est pour ça aussi que je voulais parler de ce sujet de la cybersécurité, car voilà, j'ai appris beaucoup de choses suite aux 4 ans pour lesquels j'accompagne Approach. Voilà, enfin. Et de mon côté, Quentin Randax, je suis consultant chez Approach en cybersécurité. Effectivement, Approach, c'est une société qui couvre tous les aspects un petit peu de la sécurité. On en parlera ensemble. Et de mon côté, effectivement, ça fait déjà quelques années qu'on accompagne pas mal d'agences de marketing ou d'agences d'événementiel justement pour les aider à sécuriser leurs événements qui deviennent de plus en plus digitaux. Et pour la petite histoire, j'ai un master en marketing également. Donc, je peux faire le lien effectivement entre les deux aspects de sécurité et de marketing. Ah bah ça, je le savais pas. Et puis, je vais en profiter aussi pour me présenter. D'une part, c'est la rentrée, puis je vois que dans les participants, il y a quand même un certain nombre de noms que je ne connais pas. Donc, je vais profiter de présenter un tout petit peu 1 minute 30. Donc, je suis Gabriel Debischwebel, je suis le fondateur d'1 minute 30. 1 minute 30, c'est une agence marketing avant tout depuis quasiment 10 ans. Et autour de notre métier d'agence, on a beaucoup travaillé ces dernières années. Alors au début, on était pionnier de l'inbound marketing, une méthode marketing que vous connaissez sûrement, que vous avez entendu parler, l'idée de devenir son propre média et convertir son audience en client, importé des États-Unis, inventé par HubSpot. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la création de nos propres méthodes inspirées de l'intelligence collective et du design thinking, avec 2 livres qui sont déjà sortis, Acquisition Strategy Design sur les stratégies d'acquisition et 3 méthodes marketing pour les RH et plusieurs autres livres en préparation, dont un qui sort le mois prochain qui va s'appeler Customer Experience Redesign, un qui va sûrement sortir fin d'année ou début d'année prochaine qui s'appelle Q2C Selling sur les processus de vente, et puis d'autres sur la marque et sur la data. Donc il y a un gros travail méthodologique autour de l'intelligence collective, ce qui fait que on n'a pas plus un seul métier qui est celui d'agence, mais aussi un métier d'édition.
de création de méthodologie, de formation et de conseils sur ces méthodes d'intelligence collective. Et puis, on a dans notre ADN cette idée d'être un média, d'échanger, de participer, de construire, d'où ces webinaires qu'on fait de façon hebdomadaire et qu'on va peut-être encore augmenter le rythme cette année. Ça fait partie des chantiers pour être un média, échanger, donner la parole sur des sujets liés au marketing. Notre mission, c'est vraiment de démocratiser, réenchanter le marketing en le démocratisant et en le responsabilisant et en professionnalisant ses pratiques. Donc, on a une vraie volonté de faire progresser le marketing, de faire réfléchir les gens autour du marketing et de réenchanter le marketing parce que comme dans un livre qu'on a publié encore, je fais tous les promos des différents livres, Marketing Zéro, de Patrice Lobinia et Philippe Guillonnec, qui parle du désenchantement du marketing et qui propose une méthode pour réenchanter le marketing et le rendre plus responsable. On a cette envie de faire en sorte que tout le monde, toute la communauté, tous les professionnels prennent conscience de l'importance du marketing et que ce soit c'est ce que disent Patrice et Philippe dans leur bouquin, c'est-à-dire que dire ça c'est du marketing, que ce soit quelque chose de positif et pas quelque chose de négatif. C'est encore du marketing, ils sont là pour nous tromper, pour nous biaiser, pour nous enfumer. Non, ça c'est du marketing en disant putain c'est une bonne idée, ça va nous aider dans notre quotidien, c'est une bonne idée créative qui nous donne envie d'acheter et c'est cette envie-là qu'on a envie de partager avec notre communauté. Donc voilà, je profite de ce petit moment pour rappeler tout ça et lancer le débat avec toi maintenant, Anne. Anne, ça fait quoi? Ça fait une année que tu gravites un peu autour de l'agence dans ton métier d'indépendante, oui. Que tu suis un peu ce qu'on a fait sur les lancements d'Acquisition Strategy Design, sur les lancements des autres bouquins, avec l'envie potentiellement de nous rejoindre comme consultante. Et tu nous as proposé ce sujet, marketing et sécurité. Et je voulais savoir pourquoi. Et puis au passage, voir dans la salle en quoi ce sujet résonne, fait écho. Voilà. Ouais, ça fait ça fait une grosse question, mais en fait, on le sait tous, hein, il y a la digitalisation qui est bien présente. Si c'est pas la digitalisation en interne, en externe vis-à-vis des clients, la digitalisation du marketing ou même la digitalisation des partenaires avec lesquels on travaille, toutes les sociétés en fait sont concernées par la digitalisation qui offre énormément d'avantages en termes de croissance, en termes d'accélération du business, mais ça présente un risque assez important en termes de cybersécurité. Et en fait, moi, j'exerce en fait cette fonction de marketing depuis 20 ans et je sais que la sécurité fait partie du monde de l'entreprise et des risques, mais j'en ai vraiment pris fortement conscience depuis que je travaille en fait avec Approach, parce que je suis entourée d'experts. Alors, il y a les experts DPO, on va pas trop en parler aujourd'hui, liés au GDPR, mais il y a des experts en cybersécurité, en gestion de risque. Et donc, en fait, dans mon métier en tant que marketing manager, en utilisant des outils digitaux, de par le fait aussi que j'ai accès à des données sensibles, des données de clients, ou par le fait aussi, pas dans le cadre de mon activité, mais si on est dans le département marketing, au cœur de la stratégie, dans le développement d'un produit pour savoir comment répondre aux besoins des consommateurs. En fait, la sécurité est vraiment un pilier maintenant du marketing parce que le marketing est, je ne dirais pas, la cible quasiment privilégiée des hackers parce qu'on est au cœur de la stratégie, on est au cœur des données, on utilise de plus en plus des outils digitaux et on est très fortement autonome par rapport à l'utilisation de ces outils digitaux parce qu'ils sont en mode cloud. Il suffit de payer une licence ou une utilisation et c'est parti. Donc, on n'a pas toujours le bon réflexe de savoir si ça peut provoquer un risque pour son entreprise, alors qu'au final, le marketing, il est le gardien et le pilier de la réputation d'une société. Et de par son comportement, il peut en fait être l'élément le plus à risque pour justement cette réputation. Donc, je pense que c'est important de savoir que, en tant que marketing, et je ne sais pas ici justement si dans la salle les personnes ont conscience ou pas de ce risque, c'est déjà de parler de cet aspect-là, de se dire, est-ce que vous avez conscience des risques que vous pouvez mettre au sein de votre entreprise de par
votre fonction, de par l'utilisation des outils et de par votre rôle dans le développement d'un produit au niveau stratégique. Ben, je viens de lancer le sondage de façon synchronisée. Vous sentez-vous concerné par la cybersécurité dans le cadre de votre fonction de marketing, communication ou sales? Donc le sondage, on va avoir les réponses là-dessus. Très bien, donc on va laisser le temps de la réponse, etc. Tu veux lancer une première question à Quentin? Moi? Ouais. Ok. Je dirais moi, Quentin, bah voilà, je connais bien Quentin, donc je sais que voilà, je sais que il y a au départ, donc il y avait beaucoup plus tôt dans le secteur finance, comme on dit, le secteur médical, où on a l'impression que c'est ça principalement ces secteurs-là qui sont concernés par la cybersécurité. Et donc moi, c'est de dire auprès de Quentin, tiens, maintenant on a beaucoup d'autres profils de sociétés et des sociétés marketing. Est-ce que tu pourrais nous dire les raisons principales de pourquoi elles sont intéressées par le problème de cybersécurité et surtout est-ce que la première raison est parfois une raison commerciale en fait? En fait, effectivement, au préalable, on avait quand même pas mal plus d'acteurs liés peut-être au pharma, aux banques, au secteur de la finance, parce que effectivement, c'était un secteur qui était sans doute privilégié pour les cyberattaques et qui avait besoin justement de sécurisation. Mais depuis quelques années, et le Covid, je crois, a vraiment aidé à ce niveau-là, on a de plus en plus de demandes en fait d'agences de marketing ou d'agences d'événementiel pour deux raisons. La première, c'est effectivement que tout le monde est parti en télétravail et donc il y avait quand même un besoin de plus de sécurisation. Je pense que beaucoup d'agences ont réalisé en interne que il fallait effectivement avoir un besoin de sécurisation et de collaboration plus efficace au sein même de l'entreprise. Et l'autre aspect, c'est simplement, comme tu l'expliquais, Anne, c'est un aspect business, c'est-à-dire que ces agences travaillent avec des banques, des assurances, des clients dans le luxe, par exemple, qui sont de plus en plus exigeants, effectivement, dans leurs appels d'offres. Et donc, dans leurs appels d'offres, depuis quelques années, maintenant, on voit effectivement des conditions liées à la sécurisation des données qu'on va leur confier, tout simplement. Et donc, au préalable, il n'y a pas vraiment de souci de sécurité. Et maintenant, c'est vraiment un besoin business où, si vous ne montrez pas patte blanche, finalement, vous ne rentrez même pas dans les conditions d'appel d'offres, finalement. Donc, on a pas mal d'agences qui arrivent par ce biais-là en disant, ben voilà, est-ce que vous pouvez nous aider effectivement à pouvoir remplir ce genre d'audit de sécurité spécifique parce que on dispose pas toujours des compétences en interne. Est-ce que vous pouvez nous amener effectivement à augmenter notre niveau de maturité pour pouvoir répondre de manière plus facile à ce type d'appel d'offres? Et puis l'autre aspect, c'est que plusieurs agences nous ont contactés parce que avant, on organisait tous les événements de manière, je dirais, en présentiel. Et maintenant, 4 événements sur 5, ça va être du digital. Et donc, effectivement, cette approche a changé complètement la façon de fonctionner et de voir les choses. Et l'aspect de sécurité a forcément augmenté pour eux. Et donc, c'est une nécessité vraiment business finalement. Le métier a un petit peu changé et c'est vraiment une nécessité business avec peut-être des connaissances qu'il faut acquérir. Ouais. Alors moi, j'ai un peu le résultat du sondage avec, que je vous partage, plus de 50% des gens disent qu'ils sont pas assez informés sur les risques pour évaluer leur rôle par rapport à la sécurité. Là, tu viens de parler des événements digitaux. Ce qui peut m'intéresser, c'est quoi les risques? Parce que tu vois, on fait un webinaire comme ça, qui est un événement digital, pour le coup facile à organiser, etc. Quel risque je prends moi, Gabriel, fondateur d'une Minute 30, quand je fais cet événement? Est-ce que je prends des risques? Est-ce que j'en prends pas? S'il y en a, quelle est leur criticité? Je m'appuie sur une solution qui s'appelle Webinar Jam, j'aurais pu m'appuyer sur Livestorm ou autre. Où est le risque?
Mais il y a effectivement la première, c'est la sélection de la plateforme. Mais je suppose que avant de commencer, tu as sans doute regardé plein de plateformes différentes pour voir si c'était sécurisé, comment c'était sécurisé. Ça, c'est le premier. Je suis pas sûr que j'ai regardé ce critère-là. J'ai regardé si elle fonctionnait. Tu vas le regarder après, en fait. Voilà. Les références. Et c'est pour ça que je t'ai posé cette première question, parce que effectivement, c'est un des premiers aspects qu'on constate, c'est que il y a une telle facilité en fait à sélectionner des produits, des plateformes, des sites internet ou simplement des suppliers qui peuvent te proposer de mettre en place un site internet sans forcément que la sécurité soit compris effectivement, sans faire attention à cet aspect de sécurité. Et donc effectivement, tu peux te retrouver avec, et c'est déjà arrivé, hein, tu organises un événement, tu attends 300, 400 personnes en ligne, et puis tu as mal sélectionné ta plateforme ou tu l'as mal configurée, et pouf, lors de ton événement, il y a quelqu'un qui prend finalement accès à ta plateforme et qui met simplement ta plateforme complètement à plat. C'est déjà arrivé. Il y a l'autre aspect qui est lié généralement dans les aspects de webinaire, c'est la gestion des accès. Hein. Si tu organises un gros événement, tu attends 4000 personnes et effectivement tu n'as pas pensé à pouvoir bien sizer finalement tes connexions ou ton infrastructure, ben effectivement là tu peux t'attendre à avoir des répercussions. Alors il y a encore pas mal actuellement de ce qu'on appelle les attaques de force brute. En fait, finalement, ce sont des hackers qui vont envoyer un maximum de connexions en même temps sur ta plateforme ou sur ton site internet. Hein, imaginons dans le cadre d'un événement en ligne, ce qui fait que ton site internet n'est plus du tout accessible. Et donc, tu t'imagines si effectivement c'est un événement que tu organises et que ton principal moyen de communication, ça va être ton site internet, et que ce site internet-là n'est absolument plus disponible. Mais là, effectivement, c'est effectivement un gros souci en termes de business. Ouais, alors là, on s'écarte un peu là. Si on reste sur le cas précis du webinaire d'aujourd'hui, avec une plateforme comme Webinaire Jam que j'ai pas choisi pour des critères de sécurité, mais que j'ai choisi comme un des acteurs. Alors je sais pas si c'est leader, mais en tout cas un acteur établi du marché qui a beaucoup de rêves, qui existe depuis longtemps, etc. Est-ce que je prends des risques ou est-ce que la question du risque et de la cybersécurité, au final, ne s'applique pas dans ce cas-là parce que c'est pas sur mon site, parce que finalement, c'est Webinaire Jam qui doit ou pas avoir travaillé ces trucs, mais à partir du moment où c'est une plateforme établie du marché, on peut considérer que cette question a été prise en compte. Alors oui, non. Et je vais donner un exemple sur la partie Zoom. Au début du Covid, il y a eu beaucoup d'institutions qui ont utilisé Zoom. Et il y avait une partie de configuration, c'est-à-dire que, bon, ici, sur le cas de cette plateforme-là, j'ai moins de connaissances, mais sur Zoom, vous aviez les identifiants et le numéro de meeting. Et en fait, il y a des personnes, notamment un journaliste, qui rentrait dans une session de la Commission européenne parce qu'effectivement, ils avaient diffusé, ils avaient montré à l'écran le numéro de meeting. Et donc, effectivement, c'est vraiment un aspect simplement d'administration et de sécurisation, de bien comprendre sa plateforme et de se dire quelles peuvent être les conséquences. Mmh. D'accord. Je pense en fait, si je peux rajouter un élément, c'est ça dépend aussi du contenu de ton webinaire et de la sensibilité des informations que tu vas partager. Donc ici, si on est déjà dans une information de partage où tu vas faire le replay, par exemple, sur YouTube et tout ça, où l'élément n'est pas une information sensible. Ah non, voilà, je veux dire, c'est qu'il y a un maximum d'audience. Le risque est peut-être moindre et je pense que c'est aussi important de se dire, c'est pas ici l'idée de dire tout est à risque et vous devez faire attention à tout et vous devez commencer à hésiter à chaque fois d'utiliser un outil. Non, c'est de se dire, il y a des risques, mais ces risques sont à évaluer en fonction de justement de la criticité de l'information. Exactement. Maintenant, tu vas faire la même chose, tu vas utiliser Webinaire Jam, mais comme on dit, pour faire un workshop stratégique sur le développement de 1 minute 30 dans les 5 prochaines années, et que tu réunis tout ton corps stratégique et que vous commencez à en discuter et que là, c'est piraté et que ça s'affiche, par exemple, sur YouTube parce que quelqu'un s'est connecté, là, ce sera problématique. Oui. Voilà, je pense que c'est ça aussi qu'il faut. Si maintenant, Webinaire Jam, voilà,
ici, c'est un séminaire gratuit, c'est limité. Je veux dire, voilà, le risque est moins fort. Si maintenant tu fais appel à un séminaire qui est payant, où il y a énormément de personnes et que tu ne peux pas te permettre justement que ta plateforme soit fermée, bah là, tu dois t'assurer du niveau de sécurité parce que voilà, le risque est trop important en termes de réputation, en termes de disponibilité de service. Voilà, si ça ne fonctionne pas, je veux dire, après que tu veux refaire un autre événement, qui d'autre va encore s'inscrire à tes événements, sachant ce qui s'est produit. Donc voilà, je pense que et puis tu as les accès les données qui sont des personnes qui se connectent. Si tu leur demandes juste pour se connecter à un email et qu'il n'y a pas plus d'informations qui sont demandées, bah voilà, je veux dire, le risque, il est moindre avec l'email. Mais si, par exemple, tu demandes aux personnes de s'inscrire en mettant leur carte de crédit parce qu'ils doivent payer, leur adresse financière, leur numéro de compte, enfin, et là où tu commences à avoir toute une série d'informations plus sensibles, et que là, il y a justement, ta plateforme n'est pas sécurisée et que les gens se connectent, un hacker se connecte et prend toutes les informations sensibles au niveau financier, bah, là, tu vas devoir commencer à justifier aussi. Et là, on va tomber peut-être, à mon avis, au niveau du GDPR avec les problèmes de violation de données, où voilà, tu auras un impact au niveau de ta réputation. Tu vas devoir retourner auprès de tes clients et toutes ces données qui ont été récoltées, en plus, va pouvoir être servies au détriment peut-être de ces mêmes personnes dans leur propre activité. Donc, il n'y a pas que ton risque à toi, il y a le risque que ça peut générer auprès des clients, en fait. Donc déjà, toi, tu es à mal, mais en plus, si tu mets à mal le business de tes propres clients, voilà, c'est quand même assez délicat. Mais là, on est vraiment dans une situation catastrophique, quoi. Si ton cœur de métier, c'est les événements digitaux, en effet, tu as intérêt à bien sélectionner ta plateforme pour ne pas qu'elle soit craquée à un moment donné, quoi. Alors, si j'essaye de résumer le propos, parce que la question, du sondage et même la première question, elle est quand même pour les marketeurs d'être informés des risques pour pouvoir les évaluer. Et ça ressort vraiment du sondage. Il faut avoir dans la réflexion marketing et stratégique une réflexion sur la criticité des informations partagées sur les plateformes digitales. Est-ce que c'est stratégique? Est-ce qu'elles doivent être confidentielles? Ou est-ce que c'est public? Et si ça a vocation à être stratégique, à être privé, prendre bien conscience que tout ce qui est digital est un moyen de transmission, donc il faut sécuriser. Sécuriser les accès, vérifier qui sont les utilisateurs, protéger les mots de passe, ne pas diffuser des informations qui permettent d'ouvrir, etc. Et avoir potentiellement un contrôle là-dessus. Ça, c'est le niveau d'après, j'imagine, en termes de sécurité. Et puis, donc ça, c'est sur le côté des informations qu'on communique ou qu'on partage dans une plateforme, alors que ce soit un Zoom, un Webinar Jam, mais ça peut être aussi un Miro, un PowerPoint, un Google Slide, un Google Doc, etc. J'imagine, toutes les plateformes sur lesquelles un outil de comptabilité, de CRM, etc. Si les données sont confidentielles ou doivent rester privées, il faut s'assurer que pas n'importe qui puisse y accéder pour faire du Zoom bombing ou autre chose. Et puis l'autre sujet qui est important et qui se rapproche, comme tu l'évoquais, du GDPR ou de la RGPD en français, c'est cette idée sur les données des clients et des utilisateurs qui sont récoltés, qui déjà quand c'est un mail, c'est embêtant, malgré tout, parce que ça peut donner lieu à du spam et un certain nombre d'usages frauduleux de l'email, et encore plus embêtant si dans les données récoltées, il y a des données confidentielles, médicales, financières, etc. Est-ce qu'il y a d'autres risques que ces deux risques-là, les données sur le risque sur la confidentialité des données partagées ou le risque sur les données utilisateurs? Pour moi, oui. Par exemple, tu développes une application. Ton activité, c'est développer une application ou un software as a service. Et ton application, en fait, tu as réfléchi quand... Je dis ça parce que voilà, j'accompagne des incubateurs de business où tu as beaucoup d'entrepreneurs qui veulent lancer des applications, du software as a service parce qu'ils se disent, voilà, c'est une opportunité business et ils réfléchissent en fait aux besoins du consommateur, du prospect en se disant,
voilà, je veux développer ça parce que ça répond à un besoin business. Et donc, ils se disent, voilà, je dois rajouter du UX design, je dois rajouter ceci pour répondre aux besoins du marché. Et puis, quand je leur pose la question, et votre solution, est-ce que vous avez pensé à la sécurité de la solution software? Parce qu'elle est digitalisée, elle est dans le cloud, elle est hostée, elle est mobile sur les GSM. En fait, en termes d'accès, en termes de données, voilà, c'est important, mais il n'y a pas que le vol de données qui importe. Il y a aussi la disponibilité de ton service. Si tu développes une application critique business et que elle a été craquée parce que tu as fait un mauvais code dans ton software et que tu as 1000 clients qui travaillent sur cette plateforme et qui sont plus dans la capacité de travailler ou qui sont vulnérables, tu vois, il n'y a pas juste le vol de données, il y a la disponibilité. Il y a aussi. Alors, là, pour le coup, vu que le sujet c'est marketing et sécurité, est-ce que c'est un enjeu du marketing ou c'est plus l'enjeu du CTO de la solution qui doit quand même s'assurer que sa solution est disponible, en sachant qu'effectivement, si tu as une solution logicielle qui n'est pas disponible à 99,99, il y aura une perte de clients, mais est-ce que c'est vraiment la faute du marketing dans ça? C'est pas la faute du marketing, mais le marketing, s'il est sensible à ça et sachant que ça peut avoir un impact sur sa réputation. Parce que tu me diras, dans une plateforme SaaS, dire que la plateforme doit être disponible, pour moi, on est dans le must-have. C'est comme un magasin qui doit être ouvert, parce que sinon, il n'y a pas de clients, etc. Mais je crois qu'il y a aussi une notion de ce qu'on appelle de niveau de service. Hein. C'est effectivement la personne du marketing, c'est ce que nous on appelle le business owner. C'est-à-dire que c'est lui qui va déterminer effectivement. Et là, il y a une question de coût aussi. Hein. C'est lui qui va déterminer. Pendant combien de temps je peux me passer de cette plateforme-là pendant 1 heure, 24 heures et forcément, il y a des coûts qui sont liés à cette partie-ci. Hein. Donc, comme tu l'avais expliqué, hein, on va s'intéresser à la confidentialité, à l'intégrité, à la disponibilité des données. Et bien souvent, effectivement, là, le point sur lequel nous, on travaille beaucoup… Juste pour clarifier les mots… parce que je pense que c'est proche que j'ai raconté, mais ça vaut le coup que tu remettes derrière confidentialité, c'est ce que je disais, les données partagées, les données échangées, c'est ça? C'est ça. C'est faire en sorte qu'on protège ces informations, qu'on protège la confidentialité des données, effectivement. Il y a l'autre aspect. Et l'intégrité, c'est quoi? L'intégrité, c'est qu'une donnée soit intègre et donc ne soit pas modifiable. Parce qu'effectivement, tu peux très bien, et ça, on le voit beaucoup quand nous on fait des tests de pénétration. On peut rentrer dans le système et aller changer les mots de passe d'utilisateurs, aller se faire des tickets pour des événements. Ce sont des choses qu'on peut faire lorsqu'on fait des tests de pénétration. Donc, il faut s'assurer que cette donnée effectivement soit intègre. Et puis la dernière, c'est la disponibilité. Hein, mais ça, je pense que ça parle de soi. Hein, c'est effectivement de s'assurer que l'information est disponible. Alors en interne et également pour les clients. Hein, je crois que c'est essentiel effectivement si on a une plateforme as a service, qu'elle soit disponible à tout moment aux clients. Et là, c'est vrai que nous, on a un gros travail là-dessus, c'est-à-dire que on doit travailler avec les business owners pour savoir mais quel est l'impact business effectivement si une plateforme n'est plus disponible pour X ou Y raison, quel est l'impact finalement et forcément derrière c'est là où on va calculer aussi hein, le retour sur l'investissement au niveau cyber parce qu'en fonction de la criticité des données est-ce que on va mettre tous les efforts pour qu'on récupère tout dans les 15 minutes, dans les 1 heure ou dans les 24 heures? Il y a vraiment cet aspect qui est lié aux besoins du marketing et des clients hein, finalement. Mais est-ce que cette interrogation-là, on reprenait l'exemple de Webinaire Jam, etc., elle est du marketing vers son service IT, du marketing vers un spécialiste comme vous de la cybersécurité ou du marketing vers la solution SaaS choisie? Mais ici, je vais sans doute retourner aussi la question et sur base de l'expérience. Quel type de communication et on peut le voir dans le sondage, hein, quel type de communication et d'interaction il y a entre le département IT et la partie sécurité et le marketing en fait?
Et c'est là où, à mon avis, il y a quand même pas mal d'efforts à faire parce que effectivement, et c'est beaucoup de la sensibilisation et d'awareness, c'est que le département marketing va pas être forcément au courant de ces différents impacts. Et donc, on va proposer une solution en disant, c'est bon, on peut le faire, on avance, je connais cet outil, je peux le faire, sans forcément voir tous les impacts derrière. Et c'est généralement un petit peu ce qui se passe au niveau du département IT, c'est que on voit pas ce qu'ils font. Ils sont dans un bureau et finalement, on voit absolument pas ce qui se déroule parce que lui, son rôle, c'est de faire en sorte que tout fonctionne. Et donc, on se rend pas compte, on se rend pas compte, pardon, que il y a énormément d'attaques, d'incidents qui se passent. Sauf que le département IT, lui, il est là pour le protéger. À un certain moment donné, c'est simplement si jamais on n'informe pas des risques qui sont liés finalement, des risques business, qui sont liés aux processus qui sont développés par le département marketing, ben vous allez augmenter votre niveau de risque. Et à un moment donné, le département IT, il ne saura plus rien faire. Tant qu'il n'y a pas de communication entre les deux en amont sur la gestion de ces risques, c'est vraiment une approche risque, comme tu l'as expliqué, Anne, une plateforme webinaire ici, je pense que les risques sont moins élevés, mais sur un événement ou un applicatif qu'on propose, la palette de risques, effectivement, va augmenter. Et là, c'est important qu'il y ait vraiment une coordination entre le département IT, qui va mettre en place la solution, et également les aspects de sécurité. Je vais peut-être donner des exemples. Enfin, par exemple, depuis que je suis au sein d'Approach, je ne prends plus aucune décision de travailler avec un outil ou de mettre, par exemple, des formulaires sur le site web ou de mettre ou des plugins ou quoi que ce soit sans avoir, par exemple, checké avec le département de est-ce que je suis autorisée à le faire ou pas, en sachant est-ce que ça peut porter un préjudice pour la société. Bon, ici, la différence, c'est que Approach, c'est une boîte de cybersécurité, donc on peut pas se permettre de se faire hacker. Donc la sensibilisation est d'autant plus importante. Mais je pense que prendre conscience qu'on peut mettre à risque sa société au travers de son site web, au travers de la plateforme d'email. Pour te donner des exemples, la plateforme d'email, tu vas y accéder si tu utilises différentes plateformes d'email où tu injectes les données de tes clients et tu mets un bête mot de passe. Et en plus, tu mets le même mot de passe pour les différentes applications que tu utilises. Et en plus, ton équipe utilise le même mot de passe parce que c'est un mot de passe partagé. Là, je donne le pire exemple. Tu as toute ta base de clients qui est intégrée dans ta plateforme parce qu'il y a un API entre ton HubSpot que tu utilises en interne ou Salesforce ou quoi que ce soit et par exemple Mailchimp. Tu fais des intégrations et par contre pour Mailchimp, tu te connectes en mettant 1 minute 30 comme mot de passe. Alors, tu vas te faire hacker et le hacker va se dire j'ai la possibilité soit de prendre des données, premier risque, ou j'ai la possibilité d'utiliser ta plateforme d'emailing avec toute ta corp communication pour envoyer un message avec un lien, un phishing, dans lequel je l'intègre. Et cet email, je vais pas voler les données, je vais l'envoyer à tous tes contacts. Et tes contacts, ils vont avoir un email de 1 minute 30 avec un lien, par exemple, pour s'inscrire au webinaire Gem. Et quand ils vont cliquer dessus, ils vont arriver sur un autre aspect où, par exemple, downloader un fichier. Découvrez le livre blanc, le dernier livre blanc d'1 minute 30 pour vous présenter le nouveau bouquin qui va sortir. Tout le monde pense que c'est toi. On clique et là. Je dis ça parce que moi, je travaille, par exemple, avec une société de hosting pour mon propre site web, qui sont très compétents, qui font gaffe à la sécurité, et ils ont eu une attaque phishing. Et donc, par exemple, j'ai reçu un email de leur part avec l'image corp, tout, franchement, c'était non identifiable que c'était une attaque. J'ai cliqué sur le lien parce qu'il me disait attention, vous devez repayer votre facture de l'année, tu vois, pour le nom de domaine, pour le site web. Tout était correct. Je clique et je vois qu'il y a un truc bizarre. J'ai encore rien fait. Et en fait, je me suis dit, c'est quand même bizarre parce que j'ai quand même l'impression que je devais payer dans 1 mois et pas maintenant. Et donc, ce que j'ai fait, plutôt que de continuer, j'ai arrêté. J'ai été sur la plateforme en direct avec mon mot de passe et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un attaque phishing et cet hoster, qui est vraiment un bon hoster, a envoyé un email en précisant « Attention, on s'est fait hacker. On s'est pas fait hacker, c'est une attaque phishing. Donc, faites attention, ne passez pas par ce lien.
Mais si, voilà, le fait de ne pas être au courant de cette capacité de faire un phishing aussi bien fait, parce on a souvent des emails où on se dit non, ça, je vais pas me faire avoir. Là, c'est gros, c'est assez gros pour ne pas se faire avoir. Mais voilà, c'est un risque de la plateforme d'email. Tu vois, tu fais ça auprès de tes clients et puis après, tu instaures un code malveillant dans leur système et tu les mets à plat. C'est catastrophique. Les réseaux sociaux, vous êtes, allez, on va utiliser LinkedIn. Vous êtes plusieurs sur 1 minute 30 à avoir accès à votre corp page. Vous avez tous vos accès personnels. Est-ce que vous avez activé votre double authentification par rapport à l'accès de LinkedIn? Si tu le fais pas et qu'on te prend ton mot de passe, déjà, on peut utiliser ton identité soit pour communiquer des fake news. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, avec Twitter et tout ça. Ça, c'est la première chose. Donc, tu pourrais mettre un truc sur 1 minute 30 qui n'est pas de toi et le temps que tu le remarques, voilà. Mais le plus insidieux, c'est de dire quelqu'un qui prend ton identité, il va envoyer un email en message, tu vois, vis-à-vis de tes comptes, et c'est un lien de phishing. Donc, tu vois, ça, c'est facile à mettre. J'ai eu un fake account qui est venu chez moi et qui a essayé de le faire aussi. Donc, tu vois, des tentatives de phishing. Le problème, c'est que quand tu es marketing, comme tu fais beaucoup de communication en externe, tu es très visible, tu es facilement visible, tu es beaucoup plus visible qu'un cyber security expert qui, lui, ne va quasiment rien communiquer sur les réseaux sociaux parce qu'il a tellement peur qu'il n'ose rien mettre. Nous, notre job, c'est communiquer. Donc, on est visible. Et donc, comme on est visible et qu'on a un bon réseau parce qu'on essaie de communiquer un maximum, en fait, on est la cible idéale. D'accord. Donc, ce que tu dis, c'est prendre conscience des risques pour chercher à les minimiser dans la mesure de son organisation et de son possible. Parce que là, tout à l'heure, Quentin parlait de département informatique. Dans toutes les sociétés, il n'y a pas nécessairement un département informatique. En tout cas, chez Minute 30, il n'y en a pas un en tant que tel. Mais on utilise un certain nombre de solutions informatiques. Et c'est dans l'utilisation de ces solutions, dans le choix de ces solutions, qu'on doit être vigilant. Vigilant, bien sûr, sur les mots de passe, tu viens de le souligner, sur les procédures d'authentification, qui parfois sont lourds. Enfin, tu vois, typiquement, je t'entendais parler de l'authentification à deux, je sais plus comment on dit. Quand on dit ça, le double authentification. Voilà, de trucs de LinkedIn, ce qui est pas hyper pratique dans la mesure où moi je fais en sorte que je sois pas le seul à utiliser mon compte LinkedIn. Donc si je dois rajouter la double authentification avec un SMS machin, et que je dois le transmettre à la personne qui gère une partie de mes posts à Madagascar, ça marche pas. Donc je peux pas le mettre en place. En fait, là, on est typiquement parce que tu partages des données. C'est quand tu utilises un compte identique. Si par exemple tu utilises un compte info@1minute30.com et que tout le monde utilise le même accès et qu'il y a un numéro de téléphone, là c'est problématique. Si par contre chaque accès à son email personnel avec son numéro de GSM, là tu le fais une fois et puis t'es tranquille. Non, mais c'est bien. C'est dans mon cas de figure sur mon compte Gabriel, que je suis pas le seul à utiliser. Je peux pas mettre la double authentification. Ouais. Mais là tu vois par exemple, ça c'est quelque chose que moi je ne peux plus faire ça. Chaque accès doit être personnalisé. Non, mais en même temps, tu te limites l'efficacité de certains messages, qui est d'avoir plusieurs personnes qui accèdent au même compte pour le manipuler, etc. Donc après, ça rejoint la question de Jacques, qui est la question des bénéfices-risques. Comment évaluez-vous la balance bénéfice-risque de souffrir d'une attaque? Le fait que le marketing ne soit pas sensibilisé est peut-être dû au fait qu'ils n'ont pas vécu de problème lourd. En fait, ici, la problématique que tu soulèves, c'est les discussions que nous avons constamment avec nos clients. C'est GDPR, c'est une partie compliance. Tu es obligé, c'est une législation, tu dois t'y conformer. La cybersécurité, c'est un coût additionnel qui te permet de fonctionner. Effectivement, ne pas prendre la cybersécurité en compte, c'est prendre le risque effectivement de ne plus pouvoir opérer. Et c'est ce coût bénéfice-risque en fait que nous on calcule généralement. Et sur ici ta partie LinkedIn, qu'est-ce qui se passe si jamais demain tu te fais pirater ton compte et qu'on te
prends tous tes contacts, que quelqu'un s'amuse à aller chercher des informations chez tes clients, te usurpe ton identité, quel va être l'impact? Et si tu te dis, l'impact il est minime, et pour moi en fait avoir partagé mon compte, ça me paraît tout à fait ok, et je suis en accord et j'accepte le risque, pas de souci, c'est une décision business. Mais en fait, c'est ce que nous on va faire, c'est vraiment essayer de calculer l'impact que pourrait avoir effectivement qu'une vulnérabilité exploite une de ces menaces, et que ça a vraiment un impact. Et si l'impact il est très fort, tu vas prendre des mesures pour pouvoir effectivement diminuer ce risque-là. Et si effectivement tu n'as pas beaucoup de risques, tu acceptes le risque. C'est un risque business, il y a aucun souci. Notre rôle à nous, principalement, c'est de démontrer effectivement quels peuvent être les risques et l'impact pour la société. Et on fait une balance. Parce que évidemment, et là tu viens de le dire, tant qu'on n'a pas été victime d'une cyberattaque, voilà, on va pas mettre les budgets nécessaires. Et généralement, c'est pour le coup, moi je peux partager une expérience qu'une minute 30 a vécue maintenant il y a quelques années. Chez nous et surtout au démarrage, mais ça reste important. On a un fort trafic sur le site de l'agence. On a plusieurs centaines de milliers de visiteurs par mois. L'ensemble de nos clients viennent de cette visibilité-là, et donc de notre stratégie inbound, de notre référencement naturel, etc. Et il y a quelques années, quand on n'avait pas l'hébergeur qu'on a aujourd'hui, on a été hacké, le site tombait régulièrement, la base de données était vidée. Alors, on avait des backups, mais à chaque fois, on perdait une demi-journée, une journée de disponibilité du site, avec parfois des filles à poil qui se baladaient dessus. Enfin, on va dire, on a eu des démarrages. Là, je parle de quand même d'il y a 7-8 ans. Des sueurs froides quand même liées au site, au fait qu'on soit sur WordPress, qui est la plateforme la plus utilisée, la plus hackée, la plus fragilisée. On avait déjà un hébergeur sécurisé, mais on en a changé pour en trouver un qui s'appelle PressLab, qu'on recommande à nos clients, qui est en Roumanie, mais qui est spécialisé WordPress et qui gère toute la sécurité. Et le fait est que depuis qu'on est chez eux, c'est dockerisé, machin bidule, le site n'est jamais plus retombé, on n'a jamais plus été attaqué, les choses quand ça tombe sont remontées dans les quelques minutes, etc. Bon, bien sûr, ça a un coût. Mais face à la criticité pour nous d'être présent en ligne, de pas perdre notre référencement naturel, d'avoir une disponibilité rapide, etc., on a fait cet investissement-là. Et on l'a fait, comme tu le soulignes, parce que on a été attaqué et que de fait on a quitté OVH assez tôt, et puis on a quitté même le deuxième qui n'offrait pas suffisamment de garantie, meilleur qu'OVH, mais pas suffisamment aussi, parce qu'on a continué à être attaqué jusqu'à celui-là qui nous permet vraiment de dormir tranquille. Mais ce que j'entends et ce qu'il faut partager, c'est vraiment prendre en compte ces risques que tu résumais dans confidentialité, intégrité, disponibilité, voir comment chacune des actions peut générer des risques, et après appliquer selon tes moyens et selon la nature de risque, soit des bonnes pratiques, à savoir ne pas avoir le même mot de passe, utiliser les doubles authentifications, etc. Soit des choses plus compliquées quand en face t'as des plateformes plus complexes, etc. Il y a une question qui remonte beaucoup que je veux vous partager, c'est celle de Jacques et de Frédéric autour des gestionnaires de mots de passe inclus dans Chrome ou Dropbox, et de la même façon Frédéric qui pose la question pour LastPass ou d'autres solutions payantes en plus. Alors, on n'a pas de partenariat, hein, je fais un disclaimer. Alors moi personnellement, effectivement, j'utilise LastPass et je suis très content avec, et ce qui permet effectivement de pouvoir générer des mots de passe qui sont un peu plus conséquents et de pouvoir gérer ces mots de passe. Donc effectivement, moi c'est quelque chose que je recommande. Encore une fois, c'est un applicatif et un changement à apporter effectivement dans la manière dont on gère les mots de passe. Effectivement, les mots de passe, c'est un aspect critique. Et donc, ça, faire de la sensibilisation sur avoir un mot de passe sécurisé
voire effectivement utiliser un gestionnaire de mot de passe, et pour les comptes les plus critiques, et là je vais parler effectivement de votre compte peut-être Google ou Microsoft, de mettre en place cette double authentification. Là, c'est des éléments de base que nous on recommande effectivement à chaque fois dans cette manière, dans cette sensibilisation constante avec nos clients. Donc ça, je le recommande. C'est pas fait pour tout le monde parce qu'effectivement, comme je le disais, c'est un changement d'habitude. Mais effectivement, au minimum, avoir une double authentification sur des accès critiques, les mails, les accès admin, le LinkedIn par exemple, ça c'est une très très bonne pratique à mettre en place, et ça va rentrer finalement dans le mindset, hein, dans ce que les gens vont faire de manière classique, hein. Quand vous partez de chez vous, vous fermez la porte à clé, c'est un petit peu la même chose. Et puis l'autre question, c'était lié à et là, tu parles de l'espace qui est payant, les gestionnaires de mots de passe inclus dans Chrome ou dans Dropbox, ils sont moins bien, c'est pareil. Non, c'est tout à fait sécurisé. Mais encore une fois, il faut savoir les utiliser. C'est surtout ça, et se rendre compte effectivement que votre mot de passe peut-être est hacké. Alors, en fait, les gestionnaires de mots de passe que vous avez dans Chrome et Dropbox généralement retiennent votre mot de passe. Mais si vous voulez une action supplémentaire, c'est effectivement les gestionnaires de mots de passe du type LastPass, et il y a des versions gratuites, hein, qui existent au niveau de LastPass, qui fonctionnent très bien, vous permettent de générer en fait des mots de passe qui sont beaucoup plus sécurisés que finalement le mot de passe que vous utilisez tout le temps, et votre Chrome propose aussi des mots de passe, génère les mots de passe voilà. d'un côté et les retient de l'autre. Voilà, tout à fait. Ce type de solution est tout à fait effectivement sécurisé, et c'est pas plus mal effectivement de l'utiliser. Il faut savoir que Windows Microsoft et Google ont vraiment augmenté aussi leur niveau de sécurité et leur proposition d'offres de sécurité pour tout public, hein, que ce soit pour des petites entreprises, pour des individus ou pour des grosses entreprises. Il y a vraiment moyen de trouver des solutions qui parfois sont également gratuites. Et ces grands acteurs-là, typiquement là on parle de marketing, pour eux l'aspect de sécurité, c'est un aspect qu'ils mettent en avant en fait, hein. C'est vraiment un élément différenciateur, et effectivement on peut leur faire confiance. Maintenant effectivement il faut bien faire attention aux différentes solutions qu'on utilise, parce que généralement on dit quand c'est gratuit c'est vous le produit. Pour Microsoft, Google, qui sont des grosses solutions, là généralement on peut faire confiance à ce type de solution, mais vous avez parfois des générateurs de mots de passe ou des antivirus qui sont dits gratuits. Et là, bon voilà, il faut un petit peu se méfier, hein, parce que ça veut dire que derrière il y a quelqu'un qui travaille gratuitement pour vous, donc derrière il doit se rémunérer. Et généralement là on demande de faire quand même attention. Donc vous pouvez faire confiance à des gros acteurs. Faites quand même attention sur les petits acteurs que vous pouvez utiliser parce que c'est gratuit. Là, effectivement, on peut se poser cette question justement de gestion de risque. Par contre, il y a un point quand même, parce qu'on a parlé beaucoup des risques et des attentions. C'est plutôt en fait en rôle là sur le coup en rôle de défenseur. Mais il y a quand même des avantages en fait. Il n'y a pas que le fait d'être le copain de l'IT et de la sécurité pour la société. Je pense que c'est important quand tu lances une activité ou je vais dire d'investir dans la sécurité par rapport à la demande du marché. Donc au départ, la question que j'ai posée à Quentin, c'est quels sont souvent les éléments motivants d'aller par exemple dans une certification spécifique par rapport à la sécurité comme l'ISO 27001. C'est en fait c'est un symbole. Là, sur le coup, on est dans un symbole au niveau du marketing. C'est un symbole fort de sécurité qui peut être utilisé pour construire la corporate, l'image corp et l'image produit, l'image marque auprès de son marché en disant, moi, j'investis dans la sécurité parce que je considère important la disponibilité de mon service, je considère important la donnée de mes clients. Et donc, c'est en fait un label que tu peux apposer au niveau, là sur le coup, au niveau externe comme interne, mais en externe, et ça va en fait faciliter la signature de certains projets. J'ai quand même pas mal de sociétés qui me disent, moi maintenant, quand je dois signer un nouveau prospect ou même avec des clients existants, ils me posent un tas de questions sur la sécurité.
J'avais par exemple une agence avec laquelle j'ai travaillé, c'était tout ce qui était Google Ads. Ils m'ont dit, Anne, à un moment donné, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me donner une offre par rapport à certaines questions, parce que j'en ai marre de répondre toujours à ces questions de sécurité. Ça me prend beaucoup de temps. Et si un concurrent vient avec ses pattes, moi, je suis plus sécure qu'un autre, ça devient en fait une valeur commerciale. Et donc, on est un peu comme dans la logique, moi j'aime bien donner cette référence-là. Tu vois, tu as le GDPR. Le GDPR, c'est une obligation légale, ça donne pas envie. Par contre, il y avait la permission marketing qui a été proposée par Seth Godin, qui était en fait plutôt la valeur commerciale d'avoir de ce respect des données, le respect en fait de ton marché. Et la sécurité peut devenir, avant qu'elle ne soit obligatoire, elle est obligatoire pour certains secteurs. Donc, il y a certains secteurs qui sont soumis à des obligations de sécurité parce que le secteur financier, le secteur médical ont beaucoup plus d'obligations. Nous, c'est pas encore à ce niveau-là. Il y a des impacts, donc c'est un risque que nous, on prend. Par contre, ça peut devenir, avant que ça soit obligatoire de monter patte blanche, ça peut devenir vraiment une valeur forte commerciale. De dire, moi, dans ma vision, dans mon image corps, dans mon image marque, je m'inquiète de la sécurité, de la disponibilité de mon service. Au niveau des investisseurs, le fait de dire aussi la marque financière, le fait de dire, moi, je veux investir de l'argent dans la sécurité parce que ces risques-là, je ne veux pas les avoir et c'est un argument commercial. Je pense que ça peut être aussi intéressant. Et au niveau de la marque employeur, parce que j'ai lu quand même beaucoup de bouquins d'1 minute 30. En fait, je les ai tous. Vous commencez à me coûter cher, en fait. Franchement, c'est la marque employeur. Moi, c'est pas du tout cher pour la valeur incluse dans ces bouquins. Pas du tout cher, voilà, c'est la valeur en fait. La valeur, c'est toujours cette notion de valeur. Est-ce que la valeur de la sécurité est intéressante ou est-ce que c'est pas intéressant? Si ça vraiment amène une image forte de crédibilité, de confiance dans le marché, par rapport à une jeune société qui va se lancer. Tu vois, par rapport à un concurrent qui n'est peut-être pas là-dessus, c'est peut-être un élément fort. En interne, par exemple, tu peux jouer aussi le rôle d'ambassadeur. On se dit, le marketing en interne, c'est pas toujours facile d'être positionné dans sa fonction de marketing. Venir aider le CISO, l'IT, la sécurité, venir aider le HR en disant, par exemple, voilà, la security awareness, ça concerne tout le monde. Le phishing, ça concerne tout le monde dans ta vie privée, dans ta vie professionnelle. Si, par exemple, le marketing dans sa communication interne arrive à intéresser les gens et à les sensibiliser par rapport à ça, tu vas te faire des amis. Chez les HR, tu vas te faire des amis auprès du CEO, tu vas te faire des amis auprès de l'IT et se faire des amis quand on est marketing en interne, c'est pas c'est pas négligeable. Enfin, je sais pas, mais souvent, voilà, marketing, bullshit marketing, ça va. Le marketing, c'est voilà, ça peut être aussi une valeur interne. D'autant plus que généralement ceux qui communiquent sur la sécurité ne sont pas des communicants et que l'équipe de marketing et com ont cette capacité. Donc devenir un peu cet ambassadeur interne, je pense que ça peut être aussi valorisant. Donc de communiquer à tort et à travers sur l'impact qu'on peut avoir sur le marché ou sur notre crédibilité par rapport à notre service. Voilà, il y a d'autres façons plus sensible et plus délicate et à plus forte valeur. Super. Effectivement, j'allais te relancer sur cette question plus positive et moins risque de la sécurité qui peut être utilisée dans la communication comme une fonctionnalité, comme un add-on du service, comme un gage de qualité quand on est dans une boîte de service, de prendre en compte ces aspects-là. C'est des éléments rassurants. Et on est effectivement malgré tout de plus en plus sensibilité sur ces risques cyber. On les vit tous au quotidien aussi. Moi, en ce moment, il y a une attaque que j'ai reçue, que mon père a reçue autour de pédocriminalité, qui est assez emmerdante, enfin qui peut être déstabilisante. D'ailleurs, mon père a été au commissariat pour dire qu'il avait reçu un mail officiel belge. D'ailleurs, je sais pas moi, dans le mail que j'ai reçu, c'était les Belges qui m'envoyaient ça en me disant qu'ils avaient vu que je faisais de la pédocriminalité, je sais pas quoi. Moi, j'étais en vacances, j'avais pas envie de perdre du temps plus que ça. J'ai fait le mail. Mon père a quand même été au commissariat pour le dénoncer. Voilà, on vit tous au quotidien des risques et en tant qu'entreprise, faut pas qu'on soit vecteur
de propagation de ce type d'attaque. Tu as plutôt bien décrit avec ton exemple Mailchimp, etc., de quel risque ça pouvait engendrer pour une boîte qui protégeait mal ses données, ses accès, de nouvelles tentatives de phishing, de nouvelles arnaques, comme celle que tu as décrite aussi de ton hébergeur. Tu as eu la gentillesse de pas le citer. Oui, c'est voilà. Mais dans le sondage, le deuxième sondage là sur est-ce que vous avez utilisé les aspects de sécurité il y a eu moins de réponses. Et pour l'instant, il y a sur les 3 réponses, qui n'est quand même pas représentatif, il y a 2 réponses qui disent non et une qui dit oui. Tout ça pour dire qu'il y a encore un travail d'évangélisation important et nécessaire à mettre en place sur cet enjeu de la sécurité. Et donc, merci d'avoir proposé ce sujet et merci à tous les deux. La semaine prochaine, on sera avec Daniel Beau qu'on a déjà reçu l'année dernière. Daniel Beau qui est très prolifique dans les livres marketing. Il va nous parler, je crois, de son futur livre qui s'appelle Big Cali. Et donc, on va parler de croisement d'études qualitatives avec du quantitatif et moi, je le trouve toujours hyper intéressant sur la place des études, sur la dynamique des études et très innovant dans le marché des études. Donc, on va avoir la chance d'échanger avec lui une nouvelle fois. Je crois que ça avait été le cas il y a un peu plus d'1 an. C'était en juillet de l'année dernière. Donc, on est ravis de le recevoir, Daniel Beau. Une petite conclusion l'un et l'autre avant qu'on se sépare et qu'on se revoit dans la vraie vie à l'occasion. Moi, la conclusion, c'est que, j'espère que, d'une part, avoir fait prendre conscience de certaines responsabilités qu'on a en tant que marketing, et surtout de le voir du côté positif. Il y a vraiment une valeur externe, valeur interne, et c'est d'essayer d'entrevoir ce côté positif. Parce que voilà, n'apercevoir que le côté négatif et le côté défenseur, c'est pas ça qui va faire déplacer les foules. Donc voilà, et je conseille, outre les 3 livres que tu as montrés au départ, et je les conseille fortement parce que je les ai lus. Je les ai pas encore commentés, mais c'est vrai que je les ai lus. Et c'est vrai que la valeur est très forte. Il y a un bouquin vraiment sur la partie tout ce qui est confiance et the speed of trust. Je sais pas si tu l'as déjà lu ou pas. Non, moi je le connais pas. Qu'est-ce que c'est quoi? Répète-le. Montre-le, même si tu l'as sous la main. The Speed of Trust. D'accord. C'est vraiment, en fait, c'est expliquer que on peut développer beaucoup de choses, mais que sans la confiance, ça peut ralentir le business. Et en fait, ils expliquent au niveau psychologique comment on peut amener, tu vois, tout ce qui est l'aspect de confiance au niveau des personnes, au niveau de l'organisation, au niveau sociétal, au niveau du marché et au niveau vraiment l'engagement citoyen. Et comment une société peut arriver à inspirer confiance dans cette réputation. Voilà, c'est vraiment pas mal en fait. On se rend compte de l'importance de la notion de trust, qui est finalement un élément que tout le monde veut atteindre en termes de réputation personnelle et en termes de réputation business. Super. Un petit mot de la fin, toi aussi, Quentin? Oui, moi c'est simplement pour faire le lien, je vais citer notre compatriote Jean-Claude Van Damme, Be Aware. Oh non. En fait, c'est vraiment le rôle que nous on a experts de la cybersécurité, c'est de faire ce lien. On a encore beaucoup de travail à faire en termes de sensibilisation en fait. Et là, on a quand même pas mal à apprendre au niveau marketing et communication parce que je crois que c'est vraiment ce que nous on doit faire en interne dans les entreprises, c'est de pouvoir élever finalement le niveau de culture. On le voit dans les sondages ici, hein, c'est que bon, on est un petit peu au courant, mais c'est pas notre dada, c'est l'IT, mais nous de notre côté effectivement, faire passer des messages communication et marketing, c'est très important et effectivement, je crois que c'est des deux côtés. On peut apprendre beaucoup de la partie communication et marketing et vice versa en fait. Hein. Je crois que mettre en avant la sécurité comme valeur
comme proposition commerciale et marketing, je crois qu'on va aller de plus en plus effectivement vers cet aspect-là pour les entreprises en règle générale, d'inclure cette proposition de valeur de sécurité pour les clients finalement. Alors, un petit truc, tu as parlé de Jean-Claude Van Damme, mais vous l'avez peut-être pas tous entendu, mais cette semaine, nos deux amis étaient belges, donc merci à la Belgique. Et puis, juste une petite dernière question de Frédéric qui dit: qu'est-ce qu'on peut faire lorsque Chrome annonce que nos mots de passe ont été hackés? Mais déjà les changer, c'est déjà pas mal. Et puis, et comme j'ai expliqué, hein, c'est une question de criticité sur les mots de passe. De vos mails, c'est gratuit sur Google, sur la suite Google et sur Microsoft, de déjà mettre en place ce facteur de double authentification, cette double vérification. Je crois que c'est essentiel. C'est à mettre en place. C'est dans les 10 prochaines minutes. Là maintenant, en prenant votre café, vous pouvez le faire à partir de votre téléphone. Donc c'est vraiment quelque chose que nous on recommande. Et puis alors, je vous ai donné aussi un petit lien qui s'appelle monitor.firefox.com dans le chat. Et là, vous pouvez en fait tester avec votre adresse mail si vous avez été dans des brèches de sécurité. Et donc tester son mot de passe et tester si vous avez été dans des brèches de sécurité, c'est déjà important. C'est déjà un premier contrôle en fait à mettre en place, parce que parfois on se rend pas compte, hein. Surtout que les mots de passe on les change une fois tous les 5 ans. Non, pas du tout. Non, pas moi. Oui, c'est parce que tu travailles avec nous maintenant. Mais qu'est-ce que tu fais pour ne pas oublier tes mots de passe que tu changes plus souvent? Moi j'utilise LastPass. Mais c'est ça. Pour toi, Anne? Ah, moi j'ai un système émotionnel, psychologique qui me rattache à certaines choses, et puis dès que je les oublie, je les refais, mais je n'ai pas encore mis comme toi. Donc voilà, mais j'ai des mots de passe différents pour tout. Ça me permet en plus d'avoir une bonne mémoire. Ça exerce la mémoire, parce qu'aujourd'hui on n'exerce plus la mémoire, donc c'est très bien. Et si ma mémoire pose un peu de problème, j'en refais un nouveau. Mais surtout, je fais la double authentification. Ça, c'est vraiment quelque chose que je fais, et c'est ce que je propose aussi à toute ma famille en fait. Sur le coup, quand je disais voilà, la awareness c'est important, je veux dire, ma maman qui est sur Facebook, je lui ai dit la double authentification c'est important. Elle me dit mais pourquoi, de toute façon je partage rien comme information délicate. J'ai dit non, mais si on prend ton identité et qu'on envoie un message en ton nom, tu mets à mal les autres. Donc c'est pas uniquement une responsabilité de l'information que je partage, c'est les contacts qu'on a avec les autres. On risque de mettre à mal les autres. Et ça, je pense que c'est une question. Faut regarder la série Clickbait sur Netflix là-dessus, sur l'usurpation d'identité, qui est assez étonnante. Ça peut faire peur. Hein. Ouais. Je vous remercie tous les deux. La semaine prochaine, c'est Daniel Beau. Merci à tous d'avoir participé. Très bonne rentrée, très belle année. Voilà. Merci pour l'invitation. Ouais. Avec grand plaisir. Salut. Salut. Ciao. Au revoir.